Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, les penseurs en série cartonnent sur TikTok, démonstration avec notre influenceur de la semaine, Lev Frankel, professeur de philosophie et de son nom de podcasteur, de TikToker et de YouTuber, Serial Thinker. On le suit évidemment dans un instant et dans son portrait. Il a une idée derrière la tech, c'est Guillaume Gralet. Et Guillaume, aujourd'hui, alors que Twitter se muskifie, si on ose dire à vue d'œil, certaines voix s'élèvent parmi les fondateurs stars de la Silicon Valley. Dernier avis en date que tu as pu recueillir, c'est celui de Brian Chesky, le fondateur et patron d'Airbnb. Oui, en fait, ça c'est intéressant, c'est qu'en ce moment, on voit bien qu'il y a un retour de bâton dans la technologie. On veut plus de valeur, on veut pas de la croissance à tout prix. On est un peu tous étonnés, surpris, parfois très déçus des mouvements d'Elon Musk chez Twitter. Et effectivement, Brian Chesky, il appelle à revenir aux fondamentaux, aux vraies rencontres, aux vraies communautés. On va en parler tout à l'heure. Absolument. Et bien tiens, justement, elles sont fidèles à leurs valeurs. Ce sont les EdTech, évidemment. Et cette question du jour, oui, l'éducation a un coût. Mais est-ce que c'est encore un des derniers tabous, notamment en France, cette question du coût de l'éducation? Étudier loin de chez soi après le bac, ça peut coûter jusqu'à 1 SMIC par mois, quand on prend en compte le budget, évidemment, études, logement, mais aussi le transport et la santé. Alors, comment rendre l'éducation plus accessible pour de vrai cette fois-ci? On en parle avec nos invités. Swazik Gros, vous êtes la cofondatrice et la directrice générale du réseau des académies digitales. Je les mets au pluriel parce que ce sont 20 mini-campus connectés à des universités. Bonjour à vous. Oui, bonjour Marjorie. Et puis on est aussi en plateau avec Laura Varnier. Laura, vous êtes chargée du développement de GoStudent, une des plateformes leaders du soutien scolaire dans le monde, présente dans 23 pays. Bonjour. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. Il peut parler de l'art du combat avec la philosophe, docteur en philosophie et championne d'aïkido Coralie Camilli, ou encore aider les lycéens de spécialité humanité, littérature et philosophie en 3 minutes. Top chrono, son nom est Lev Frankel. Il s'appelle aussi Serial Thinker et c'est un carton plein littéralement pour sa chaîne YouTube, pour sa chaîne TikTok et évidemment pour toutes ses interventions. Son portrait, c'est tout de suite avec Xavier Terrade. Salut à tous et bienvenue sur Serial Thinker, la chaîne de philosophie pour tous sur YouTube. Sur sa chaîne YouTube, Serial Thinker n'hésite pas à aborder tous les sujets. Alors aujourd'hui, on va se poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par le sexe? Lev Frankel, son vrai nom est professeur de philosophie à l'université de Strasbourg et au lycée depuis plus de 10 ans. Sur YouTube, les cours sont un peu moins longs qu'en amphi. Vous venez de commencer les cours de philo et c'est pas encore très clair pour vous, c'est quoi au juste la philo? Pas de souci, je vous explique tout en 3 minutes. Si sa chaîne YouTube, qu'il a lancée en 2019, a plus de 8000 abonnés, c'est sur TikTok qu'il cartonne encore plus. Il y était pourtant allé à reculons. En seulement quelques mois, Serial Thinker a collecté plus de 100 000 abonnés, à qui il propose ses fiches philo, parfaites pour réviser le bac. La liberté, c'est un peu la suite de ma fiche sur le devoir. Parce qu'une bonne partie des sujets consiste à se poser la question de savoir si le devoir moral s'oppose à la liberté. Spontanément, on a envie de dire que se soumettre à la morale, c'est une entrave à notre liberté et à nos désirs. Et ce sera peut-être la première partie de votre dissert. Mais pour le philosophe Kant, que nous avons découvert dans la notion précédente, c'est exactement le contraire. Beaucoup considèrent Serial Thinker comme celui qui a sauvé leur bac. Des milliers d'élèves ont révélé avoir eu une meilleure note grâce à ses vidéos. Pendant 1 an, Lev Frankel a aussi enseigné la philosophie en prison. Le professeur se justifie ainsi. On ne fait pas de la philo pour les philosophes, on en fait pour toutes les personnes que la philosophie peut aider. Et voilà pour notre influenceur de la semaine. Laura Varnier, vous êtes la chargée du développement de GoStudent. Je le rappelle, c'est une des plateformes leaders du soutien scolaire dans 23 pays dans le monde, pour être très précise. Ce type justement d'appui par des professeurs qui vont pouvoir sur des plateformes sociales justement donner des avis ou permettre d'approfondir certaines notions, c'est fondamental pour avoir un vrai continuum du parcours scolaire. Oui, tout à fait. Alors nous, on voit que l'éducation dans le futur, ça va être en présentiel à l'école, ça va être aussi en ce qu'on appelle le one-on-one, donc l'éducation personnalisée avec un professeur, mais aussi tout ce qui est contenu, donc pour aider justement l'étudiant à apprendre de lui-même. Et on continue justement à en parler dans notre question du jour parce que vous le savez, aujourd'hui on s'intéresse au coût caché de l'éducation, à la façon justement dont les EdTech, mais pas que, peuvent nous aider à y voir plus clair, rendre réellement l'éducation accessible. On en parle tout de suite avec nos invités, c'est la première partie du talk.
Et à nos côtés aujourd'hui pour en parler, Swazig Gros, vous êtes la cofondatrice et directrice générale du réseau des Digital Academy. Encore une fois, j'utilise le pluriel parce qu'elles sont 20 réparties partout en France. Depuis 2017, vous aidez les bacheliers et les jeunes de 16 à 26 ans, issus de la ruralité aussi et des territoires isolés, à pouvoir raccrocher avec la formation et avec notamment leur futur emploi. Laura Vernier, vous êtes la directrice du développement de GoStudent, encore une fois un des leaders de l'éducation en ligne. Votre cœur de métier, c'est le soutien scolaire, c'est la mise en relation entre profs et élèves. Fondée en 2016 en Autriche par Félix Oswald, aujourd'hui, la plateforme est présente dans 23 pays. Si les comptes sont bons, en tout cas les miens, 19 000 profs et 30 matières disponibles, c'est ça? Alors on avance vite chez GoStudent, on est déjà à 23 000 professeurs. Mais les comptes n'étaient pas bons, merci de les avoir remis à jour. Ce qui vous réunit aujourd'hui, mesdames, c'est notamment cette question en effet sur le coût de l'éducation et surtout son coût caché. Swazig, les chiffres que vous avancez sont absolument estomacants, notamment avec le réseau Digital Academy. Ce que vous dites, c'est que étudier loin de chez soi, donc après le bac, ça coûte 1 SMIC par mois aux familles, quand on prend évidemment en compte le logement, la nourriture, le transport, la santé, les loisirs. Est-ce que fondamentalement toutes les familles peuvent se le permettre? Non, clairement pas. Et à la limite, si on se le permet pour un enfant, comment on va faire pour celui qui arrive après? Et donc, il fallait vraiment trouver une solution. Mais c'est vrai qu'on ne le dit pas. Et puis surtout, en France, on a parfois des bourses. Mais quand on compare 4 000 € de bourse, qui est le maximum qu'on puisse recevoir, avec 12 000 € pour une année complète, on se rend compte qu'en fait, c'est pas grand-chose. Et on a vraiment, et on s'en est rendu compte pendant le Covid, on a vraiment des étudiants qui sont à la peine. Et là, on le voit, il y a encore des queues devant les universités pour la distribution de nourriture. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai coût caché. Et donc, notre projet a été justement pour essayer d'aider les familles à dépasser ce problème. C'est encore un tabou aujourd'hui, le coût de l'éducation en France, pour être honnête, Laura? Quand vous observez 23 pays différents avec GoStudent, mais quand on se focalise particulièrement sur la France, il y a quand même une question qui persiste. Alors je pense que dans tous les pays, on parle vraiment des enfants et de la jeunesse comme en fait le futur. Par contre, on parle très peu en fait justement de tout ce qui est tous les investissements qu'on met dans l'éducation. Et quand on parle d'investissement, c'est l'investissement dans l'infrastructure, donc l'infrastructure digitale, les outils que l'on va donner aux professeurs, même les classes dans les écoles. Et puis c'est l'investissement auprès des professeurs. Donc comment est-ce qu'on va aussi attirer et rémunérer justement des professeurs de qualité qui vont au final éduquer la jeunesse d'aujourd'hui, qui va être vraiment le futur. Et justement, comment est-ce qu'on arrive à pouvoir transformer ce coût en investissement? Se dire que investir dans l'éducation, investir justement dans ses futurs talents, quelque part, c'est tout simplement le futur du pays et de la nation et qui se joue, Swazig. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on sait, dans nos calculs du ministère de l'Éducation nationale, ils ont découvert qu'un jeune qui ne trouvera jamais d'emploi et qui n'aura jamais de formation coûtera 230 000 € au long de sa vie à la société. Donc, bien sûr, il faut investir un petit peu et c'est ce que nous demandons aux collectivités, d'investir un peu. On en est à 3 000 € par étudiant et par an pour apporter une solution aux familles et apporter une solution concrète à ces étudiants. Dans nos Digital Academy. Parce qu'avec ces 3 000 € par an, vous réussissez finalement à résoudre cette addition justement des coûts cachés de l'éducation, parce que la vision des Digital Academy, c'est vraiment de se dire qu'on est sur une perspective holistique. On prend en charge l'ensemble du parcours de l'étudiant ou de l'étudiante sur ses études supérieures. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de rapprocher l'université de l'étudiant, puisque l'étudiant ne peut pas y aller, et donc de créer dans les villes des mini-campus universitaires, tout équipés d'ordinateurs, et y mettre du coaching, parce que c'est très important de mettre de l'humain dans l'informatique, dans les outils. Et donc, en fait, on rassemble tous les étudiants. Ils font le cursus de leur choix, mais tous ensemble. Donc, c'est très enrichissant. Ils se font un vrai réseau tous ensemble. On y ajoute aussi des cours de conversation en langue étrangère. On y ajoute des cafés-débats avec des chefs d'entreprise, avec des élus, avec des artistes. Et on crée un mini-campus dans la ville pour apporter cette solution. Et au final, ça coûte à la collectivité 3 000 € par an et par étudiant. Lui, l'étudiant seul, va payer moins de 1 000 € par an sa formation, puisqu'il va payer lui-même sa formation au CNED ou à l'université.
ou à d'autres partenaires avec qui on a monté des partenariats à coût négocié. Mais donc, ça coûte à l'étudiant moins de 1 000 € pour l'année, et ça coûte à la collectivité à peu près 3 000 €. Donc on connecte véritablement, vraiment au sens premier du terme, ces étudiants et étudiantes avec des universités de la ville, de l'académie la plus proche, on imagine? Pas forcément. Pas forcément. Non, il y a 35 universités en France qui ont des cours à distance. On s'inscrit sur ces cours via Parcoursup quand même, ou bien on s'inscrit au CNED pour faire un BTS. Et à ce moment-là, on fait l'exact même cursus que tous les autres. On passe l'exact même diplôme dans les centres agréés, en même temps que les autres, en même temps que ceux qui sont en présentiel, ou bien dans l'académie de référence, enfin dans l'université de référence. Donc ça ne change absolument rien. La seule chose que ça change, c'est qu'en fait, on a des petits effectifs très pluridisciplinaires, donc très enrichissants. Et de ces petits effectifs, on met un coach pour 10. Et ils sont là tous les jours. Il y a 25 heures par semaine obligatoires, donc ils sont là tous les jours pour les aider. Et on fait du sur-mesure. Et on a 80% de réussite. Ce qui est formidable, c'est qu'on s'aperçoit qu'on remet du présentiel dans le distanciel. C'est exactement ça. Ouais, exactement ça. On a besoin d'humains. On ne peut pas faire 100% à distance. 100% à distance, on a 95% de décrochage. En étant avec du présentiel, nous, on arrive à 80% de réussite. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment peu de décrochage. Vraiment. Je sais que cette hybridité, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur, Laura, notamment avec l'ensemble des plateformes de soutien scolaire. Évidemment, la première proposition, c'est celle du matching. Je fais du franglais absolument odieux sur ce plateau, mais mettre en relation, justement, ces professeurs, ces apprenants et apprenantes. Mais au-delà de ça, il faut du présentiel pour pouvoir maintenir le niveau de motivation, le niveau d'attention des apprenants et des apprenantes. On l'a vraiment vu en fait durant la pandémie. On a fait une recherche avec 7000 parents et étudiants à travers en fait l'Europe. Et un des principaux vraiment problèmes qui a été vraiment senti auprès des élèves durant la pandémie, c'était ce manque de contact social. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut aussi travailler. Nous, on pensons vraiment que le futur de l'éducation est hybride. Il est en présentiel, il est en ligne. Quand on parle en ligne, on parle aussi de classes virtuelles, mais aussi on pense tout doucement à tout ce qui est réalité virtuelle. Et c'est là qu'on va voir un petit peu comment on va voir avancer ça. Guillaume? Ouais, en fait, ça me fait réfléchir à la chronique dont on parlera tout à l'heure, où en fait, non, mais il vend sa chronique, Guillaume. Il est comme ça. Je tease. Non, mais parce qu'en fait, rien ne remplace l'interaction physique. En fait, moi, le premier, j'étais l'avocat de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc. Mais on a quand même besoin de ce contact. Je pense que c'est en partie dû à la pandémie. Vous avez raison, et on le voit même dans le développement des technologies à venir. Guillaume Gralet en pleine repentance, visiblement. Ok. Aujourd'hui, on va assister à un bel exercice avec toi. C'est intéressant ce que dit Guillaume, notamment, sur ce que ça veut dire de la place aussi de l'humain dans ce futur de la tech et de l'éducation. Finalement, le curseur, il est peut-être plus justement à l'hybridité et à la valeur ajoutée de l'interaction humaine et de l'interaction sociale, plus que justement à un débordement de métavers, d'univers immersif pour pouvoir étudier plus loin et mieux. C'est vraiment ça, il faut raison garder en l'occurrence, Laura. Et c'est là que chez GoStudent, on se rapproche aussi très bien de l'idéologie de SOASIC, c'est qu'on veut avoir un accompagnement qui est personnalisé. Un accompagnement qui, après l'école, va permettre à des étudiants qui ont des difficultés ou non, donc on rappelle vraiment que le soutien scolaire, ce n'est pas juste pour les enfants qui ont des difficultés, c'est vraiment là pour en fait aider l'enfant à se développer et avoir justement une éducation personnalisée. Donc on va essayer de comprendre le besoin de l'élève, sa manière d'étudier. Parfois il y a des élèves qui sont stressés, des élèves parfois qui sont juste pas motivés, et essayer de comprendre comment on va faire un matching, donc pour utiliser un petit peu aussi l'anglicisme, avec l'élève et le professeur, pour au final en fait on va travailler la confiance en soi. Ouais. Donc je pense que l'éducation d'aujourd'hui, on est très fort axé sur les compétences, ce qu'on va apprendre, on va dire de hard skills en anglais, donc vraiment les sciences, les mathématiques, la géographie, alors que je pense que l'éducation va devoir travailler de plus en plus tout ce qui est soft skills, donc vraiment accompagner l'élève à avoir confiance en lui, à comprendre pourquoi il étudie les mathématiques, pourquoi il étudie les sciences, pourquoi, par exemple, quand on parle d'étudier les sciences, justement, il va pouvoir résoudre des problèmes dans le futur grâce à cet apprentissage
d'apprentissage. Et donc nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de créer, c'est une compréhension pour l'élève à quoi sert l'éducation. Compétences émotionnelles contre savoir, là aussi, c'est ce sur quoi les coachs de la Digital et des Digital Academy vont pouvoir aider notamment les apprenants et les apprenantes. Tout le parcours sur les savoirs, ils l'ont dans les MOOC et dans le parcours justement digital qui est proposé par l'université auquel vous êtes reliés. Mais par contre, les coachs vont avoir cette valeur ajoutée de pouvoir aller sur motiver, donner, doper un peu la confiance en soi, avoir finalement ses qualités. Et de la méthodologie aussi, oui. Méthodologie de travail, c'est très important parce qu'en fait, ils ne l'ont pas toujours à l'école. C'est très normé, l'école. On va à tel cours, on apprend la leçon de telle manière, mais une fois qu'on se retrouve tout seul, on a besoin de réfléchir la méthodologie, de l'adapter à ces cours en ligne. Et c'est là où les coachs vont être très importants parce qu'ils vont mettre des règles et ils vont apprendre à l'étudiant comment finalement on travaille seul. Voilà. Et en plus, le fait que les étudiants et tous ces autres étudiants autour, il y a ce besoin social. Il y a ce besoin de faire des choses. Même nos étudiants, ils mettent en place des associations, ils s'engagent tous ensemble, mais c'est important de le faire tous ensemble pour quelque chose auquel ils croient. Et ça, un étudiant seul dans sa chambre ne peut pas le faire. Ou bien à l'école, ils ne sont pas forcément très poussés à faire tout ça. Donc oui, on essaie d'ajouter tous ces skills. Guillaume ? Ouais, non, j'avais juste une question pour vous, Swazik, parce que je crois que vous vous intéressez en priorité aux élèves, enfin, aux étudiants de milieux isolés, reculés peut-être difficiles également. Est-ce qu'un de vos principaux défis, c'est pas justement de faire connaître l'existence de votre structure et comment vous pouvez vous y prendre Bien sûr, c'est très important. C'est aussi pour ça que c'est bien d'en parler. Merci Marjorie. De rien. Mais oui, c'est pas facile de se faire connaître. Et c'est vrai que c'est aussi un vrai engagement des élus. Donc les premières personnes qui doivent nous entendre, c'est vraiment les élus qui doivent prendre conscience que 50% des jeunes qui passent leur bac ne poursuivent pas leurs études supérieures à cause de ce surcoût justement qui impacte trop les familles. Donc même ils s'empêchent de remplir Parcoursup. Moi j'ai vu des proviseurs qui me disaient mais on l'a même pas, on a plusieurs élèves qui ne remplissent même pas Parcoursup. Ils savent qu'ils ne pourront pas aller à l'université ou dans l'école. Et donc c'est vraiment ça, c'est vraiment les élus qu'on essaye de sensibiliser pour qu'ensuite ils créent ces fameux mini-campus Digital Academy et qu'ils reçoivent enfin ces élèves. Et une fois qu'on a tous ces étudiants à portée de main, entre guillemets, on peut aussi faire de la prévention sur plein d'autres choses, de la prévention à l'addiction, de la prévention sur la santé, de la prévention sur l'écologie. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les étudiants qui sont autour de soi. Donc, même pour les collectivités, c'est génial aussi, parce que, voilà, on a un pool qui est là. Et puis... On resociabilise ou on sociabilise. C'est ça. Et puis aussi, on fait comprendre aux entreprises qu'on a des jeunes diplômés en puissance qui sont sur le territoire et que donc les entreprises peuvent venir se réinstaller. Et tout ça participe d'une dynamique du territoire qui est importante. Oui, absolument. Le territoire, c'est aussi ce qui vous réunit, ce maillage justement par rapport à l'empreinte que vous laissez dans une ville, dans une communauté d'agglomération, dans une région. C'est très saillant évidemment pour ces mini-campus connectés avec GoSwazig. Laura, ça l'est aussi avec GoStudent. On l'a dit, présence internationale, 23 pays, mais il y a quelques semaines à peine, vous avez notamment lancé des antennes de GoStudent à Bordeaux, à Lyon. L'implantation territoriale, elle est cruciale pour vous en matière d'éducation aussi ? Alors je dirais oui et non. Donc l'éducation, ce qui est intéressant, c'est global. Donc dans le monde entier, les élèves, donc nous on travaille avec des étudiants de l'âge de 6 à 19 ans, et dans le monde entier, ils apprennent les mathématiques, l'anglais, les sciences, etc. Donc ça reste un petit peu, ça reste la même chose partout. Par contre, ce qui est local, c'est que l'éducation, c'est très émotionnel. Pour un parent, quelle est la chose la plus cruciale pour le parent, c'est s'assurer que son enfant, I would say in English, everything's gonna be okay. Donc tout va bien se passer. Exactement. Et c'est là qu'on va vraiment aider le parent. On va l'écouter, on va écouter ses besoins, les besoins de son enfant, essayer de comprendre quels sont les problèmes s'il lui en a, ou bien quelles sont les ambitions de l'élève, et voir comment on va pouvoir l'accompagner. Et avoir en fait des ressources locales va permettre de mieux comprendre l'éducation en France, premièrement, et puis cette proximité aussi d'un bureau, donc si aussi les parents veulent nous voir, etc. Et c'est là qu'on va voir un petit peu le pont que l'on veut faire aussi entre en ligne et en présentiel. C'est montrer qu'en ligne, c'est pas juste du contenu sur YouTube.
En ligne, c'est également, en fait, ça peut être une personne qui existe également, c'est juste qu'il y a un écran entre les deux. Et cet écran va permettre, quand on parle justement des coûts cachés, de vraiment démocratiser aussi le prix et l'accès au soutien scolaire particulier. Et certainement, parce qu'il y a le coût du transport, donc ça c'est la première chose que la digitalisation va aider. Mais ici aussi le coût en termes de pertes un enfant qui vit dans un petit village en France, en montagne, ne va pas avoir accès peut-être à un super tuteur qui peut-être fait ses études pour le moment à Paris. Et donc la digitalisation va permettre justement de donner accès à la qualité de l'éducation à tous. Cette connectivité qui permet donc de relier les apprenants et les apprenantes à cette éducation qu'on espère de qualité. On continue à parler du maillage territorial, du coût caché de l'éducation et de comment la rendre plus accessible, justement, cette éducation grâce aux initiatives de nos invités. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap tout de suite avec Edouard Dagneau. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the On est de retour, vous le voyez, sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de nos invités. Soisy Gros, directrice générale et cofondatrice du réseau des Digital Academy, Laura Varnier, directrice du développement de GoStudent, et toujours avec Guillaume Gralet qui tient à une idée derrière la tech. Et aujourd'hui, on va parler avec toi, Guillaume, d'un revenant, celui qui a totalement modifié notre rapport, mais presque, à l'hospitalité et au voyage, le cofondateur d'Airbnb, Brian Chesky. Oui, en fait, c'est aussi devenu la bête noire des hôteliers. Tout ça en 14 ans. Ça a commencé en 2007 et j'ai eu l'occasion effectivement de le rencontrer pour le magazine Le Point. En réalité, ce qui est très intéressant, c'est que lui-même est diplômé d'une école du design, Rhode Island Design School, où il a rencontré Joe Gebbia et ils se sont dit on va tenter notre chance, on va aller voir ce qui se passe en Californie. Ils arrivent sur place et là aussi pour eux c'était important, le prix de l'immobilier. Ils avaient un peu du mal à percer et ils se sont dit on va mettre à disposition une chambre parce qu'on a des matelas gonflables et ça va nous permettre de... L'anecdote est vraie. L'anecdote est assez rigolote. Et les boîtes de céréales aussi. Voilà, les boîtes de céréales qui ensuite leur ont permis de passer un moment un peu difficile des débuts d'Airbnb. Ils ont vendu des boîtes de céréales avec McCain
McCain et Obama en couverture. Mais au tout début, ils ont loué leur matelas gonflable. Et pour la petite histoire, c'est ce qui a donné le R de Airbnb. Parce qu'il y avait à ce moment-là un congrès de design à San Francisco avec beaucoup de monde. Et ils ont pu louer leur chambre. Ça leur a permis de démarrer. Et ensuite, ils ont eu l'idée d'en créer une entreprise parce qu'ils ont suivi les cours de Y Combinator, un accélérateur de San Francisco. Bon, des matelas gonflables à une présence aujourd'hui dans 192 pays, forcément, il y a eu une légère courbe de croissance. Aujourd'hui, c'est 5000 employés Airbnb. Oui, c'est ça. Et effectivement, la pandémie est passée par là. Et alors qu'on parle beaucoup de licenciements en ce moment, Marjorie, eh bien, dès 2020, le 5 mai 2020, Brian Chesky envoie un message à ses salariés en leur expliquant on a levé de l'argent, malgré tout, ça ne sera pas suffisant, on va devoir se séparer de 1900 personnes. 1900 personnes, c'est quand même 25% des salariés à l'époque. Et il explique on ne sait pas trop à quoi va ressembler le voyage dans le futur. Au début 2020, on ne sait pas trop combien de temps va durer la pandémie. C'est vraiment une leçon d'humilité dont il a fait preuve à ce moment-là, en pariant aussi sur l'essor du télétravail, en disant on aura peut-être quand même besoin de nous à l'avenir. Et tu le rappelais tout à l'heure, évidemment, du côté des utilisateurs et des utilisatrices, Airbnb a changé leur rapport à l'hospitalité, au monde aussi de l'hôtellerie. Tout le monde cherche qui pourrait être son disrupteur, son Airbnb dans l'ensemble des secteurs et des industries. Ceci dit, entre-temps, les villes sont parties en bras de fer avec Airbnb. Nombreuses d'entre elles ont régulé. Ça permet quand même toujours d'avoir un vrai complément de revenus dans un temps un peu inflationniste. Oui, alors c'est à la fois heureux et un peu triste quand il nous explique ça. Il explique qu'effectivement, en France, Airbnb permet à tous les propriétaires qui louent leur logement d'avoir un revenu annuel supplémentaire de 3 600 €. Il dit que ça peut permettre d'avoir un 13e mois, c'est pas rien. Ça permet de jolies courses chez GoStudent. Voilà. Et en fait, il veut rassurer. Ça, c'est la petite partie annonce. Il met en place une assurance qui s'appelle AirCover. Il veut permettre de discuter avec ce qu'on appelle les super hosts, c'est-à-dire des hôtes très réguliers d'Airbnb et via une visioconférence. Il veut permettre une identification aussi pour permettre de louer en toute sécurité. Pour la petite histoire, il a lui-même mis à disposition son appartement de San Francisco pour 2023. Alors c'était gratuit, c'était super beau, mais ça a déjà été pris d'assaut. Visiblement, tiens, 3 000 €, c'est aussi le coût d'une année d'étudiants pour les mini-campus du réseau Digital Academy. Donc je dis rien, mais bon, ça peut être intéressant en effet. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que prônent aujourd'hui ces réseaux sociaux, des vraies rencontres dans la vraie vie. Là aussi, on est dans l'hybridité et le besoin d'interaction. Ouais, en fait, j'ai profité de l'avoir en face de moi pour lui demander, alors il avait son petit chien qui s'appelle Sophie juste à côté de lui, un Golden Retriever. Ça n'arrêtait pas de se faire des bisous, c'était très marrant. Bah, mais ce qui était très sympa, c'est qu'il disait, voilà, je reviens en force, Airbnb est là, les voyages reprennent, le télétravail nous booste. Mais je lui ai demandé, mais est-ce qu'en tech, on va pas un peu trop loin? Est-ce qu'on n'a pas un peu une gueule de bois aujourd'hui? Et j'ai trouvé très intéressant son discours, effectivement, sur les réseaux sociaux, où il expliquait qu'effectivement, faire des likes, chercher à être retweeté, à être suivi, ça peut susciter la création de dopamine, avoir un bien-être un peu soudain dans notre corps, mais voilà, ça ne nous rend pas forcément heureux, ça ne va pas créer de vraies communautés. Alors bien sûr, il plaide pour sa paroisse, mais il explique, c'est pas uniquement moi qui le dit, il cite notamment un livre de Together, qui s'appelle Together, et qui a été écrit par la personne en fait qui est ce qu'on appelle administrateur général de la médecine aux États-Unis, qui est un livre assez intéressant. Absolument. Du coup, évidemment, ça n'empêche pas Brian Chesky de regarder l'actualité, évidemment celle de la Silicon Valley, et de s'engouffrer dans ce feuilleton monumental du rachat de Twitter par Elon Musk. Oui, parce qu'il connaît bien Elon Musk. Alors il dit construire la place de discussion au milieu du village, c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux, mais de très fragile. Donc, on voit qu'il prend quand même ses distances avec Elon Musk. Il a plus de respect pour l'ingénieur qui a créé des fusées réutilisables, qui a développé les voitures électriques ou encore réveillé un petit peu l'exploration spatiale. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a parlé du Web 2, Web 3, Web 4, Web 5. Il dit il faut arrêter avec tous ces sigles. Moi, je suis un designer. Je fais surtout attention aux produits, à l'utilisation qu'on en aura. Et il faut peut-être
être arrêté avec cette accélération technologique. Il rappelle cette parabole indienne que j'avais un petit peu oubliée. En fait, c'était un roi indien qui voulait récompenser un de ses sujets qui lui avait donné l'idée de l'ancêtre du jeu d'échecs. Et pour le récompenser, il lui avait dit je te donne ce que tu veux. Et le sujet lui avait dit écoutez, moi je veux bien un grain de riz sur la première touche du jeu d'échecs, un deuxième sur la deuxième, et à chaque fois on double. Et le roi pense ça sera très facile pour te satisfaire. Or, en réalité, on voit bien, et pour lui c'est le symbole de l'accélération technologique en ce moment, que très vite le roi n'est pas en mesure, puisqu'on atteint des montants incommensurables de grains de riz. La parabole de Guillaume Gralet. Concrètement, Brian Chesky, que tu connais désormais extrêmement bien, son chien aussi, qu'est-ce qu'il pense de la France? En fait, je l'ai fait réagir à une phrase, c'était une interview que Steve Jobs avait donnée à Christine Ockrent, c'était à la télévision française en 1984. Il était né à cette époque-là? Et il n'était pas né. Ah ben voilà. Et moi j'étais né, malheureusement. Et en fait, Steve Jobs avait dit il faut que les Français n'aient pas peur de l'échec. C'est important qu'ils prennent conscience, et c'est effectivement le conseil qu'il donne encore à Emmanuel Macron, qu'il a déjà rencontré. Il faut libérer ce qu'il pense l'immigration, valoriser les personnes qui viennent sur notre territoire, parier sur l'éducation, ça vous parle, j'en suis sûr. Enfin. Et puis surtout, encourager les entrepreneurs, ne plus stigmatiser l'échec. Il prend un contre-exemple, le Japon, qui, avec les géants électroniques qu'il avait dans les années 80, n'ont peut-être pas assez encouragé la possibilité de se tromper. Bon, votez Brian Chesky, visiblement, c'est le message de Guillaume Gralet. Aujourd'hui, c'est intéressant la discussion que tu as pu avoir avec lui, parce que Laura et Soisig, notamment, ça nous rappelle que c'est peut-être la fin du solutionnisme à tout craint de la tech. Est-ce que finalement, notamment quand on parle d'éducation, on parle numérique et au numérique, il faut raison garder aujourd'hui, Laura? Alors oui, je pense que vraiment tout ce qui est technologie, etc., va vraiment nous aider à avancer. Quand on parle de technologie dans l'éducation, c'est aussi comment on va aider les professeurs à se focaliser sur l'humain, sur le contenu de l'éducation, et donc utiliser la technologie pour faciliter l'éducation, pour aussi prendre du travail, par exemple, quand on parle de tout ce qui est intelligence artificielle, comment aider le professeur à ne pas se focaliser sur la correction des devoirs, par exemple, mais plutôt sur le contenu qu'ils veulent apporter pour l'année prochaine. Soisig, ça veut dire que la technologie reste un outil, c'est pas une fin en soi? Non, c'est pas une fin en soi, bien sûr, parce qu'encore une fois, il faut mettre de l'humain. Mais j'ai une anecdote intéressante. Quand j'ai voulu monter la Digital Academy, je suis allée rencontrer Abdelatif Miraoui, qui était le président de l'université de Marrakech. Et lui m'a raconté qu'en fait, comme il avait un problème d'espace dans ses amphis, il a demandé à chacun de ses professeurs de s'enregistrer. Et les professeurs se sont vite rendus compte que de 1 heure de cours, l'enregistrement, ils pouvaient le condenser en 20 minutes. Et ils ont tous fait ça. Et du coup, ils ont délivré en fait 2/3 de leur temps pour le soutien scolaire. Du coup, ils étaient toujours présents dans leur amphi, mais pour accueillir les étudiants, et les étudiants pouvaient venir leur poser des questions sur les cours. C'est génial. C'est vrai que je ne sais pas si on va faire ça ici en France, mais en tout cas, M. Miraoui est maintenant le ministre de l'Éducation nationale au Maroc, donc il était assez visionnaire. Il y a peut-être un rapport de cause à effet. Bon, on en parlera à Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, si elle nous regarde, et si évidemment elle veut venir sur ce plateau, parce que ça peut être justement une solution, notamment pour résoudre ce problème de décrochage au sein des universités, comment justement pouvoir consacrer plus de temps justement au fait d'apprendre à apprendre. On continue justement à parler d'éducation avec nos invités du jour, Soisig, Laura, Guillaume reste à nos côtés. Tout de suite, c'est le Talk partie 2. Et aujourd'hui, vous le savez, on s'interroge notamment sur le coût caché de l'éducation. Laura, j'avais envie de rouvrir cette partie avec vous, notamment, et Ego Student, parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur le soutien scolaire et le juste prix de ce soutien scolaire. 23 pays qui sont comme des postes d'observation pour vous, encore une fois, avec cette plateforme de soutien scolaire. Est-ce que vous observez le même phénomène partout, dans tous ces territoires-là?
on a besoin de soutien scolaire, mais en même temps, on ne sait pas quel est le bon prix à y consacrer. Oui, alors le soutien scolaire, il y a un besoin vraiment dans le monde entier, que ce soit en Europe, mais aussi en Amérique. On est également présent en Amérique latine et en Amérique du Nord. Et en fait, le prix, pour nous, va dépendre en fait du coût du professeur. Parce qu'au final, le soutien scolaire, ça tourne autour du professeur. Et puis nous, on va mettre en place tous les outils pour faciliter justement cet échange. Mais le corps du service, c'est vraiment le professeur. Et on doit trouver un prix qui est attirant justement pour attirer la qualité de l'éducation, parce qu'on va pas accepter tous justement les professeurs sur notre plateforme, mais ceux qui vont vraiment passer des examens et aussi des interviews pour qu'on justifie justement aussi la qualité. Et donc en France, on est dans une vingtaine d'euros en termes de prix, donc pour un cours de 50 minutes. En fonction du package que le parent va prendre, il y a une variation, donc en moyenne on est à 26 euros. Mais ceci pourrait même être encore plus bon marché avec par exemple l'aide du gouvernement aussi. On parle de crédit d'impôt sur tout ce qui est soutien scolaire en présentiel. Oui, il me semble que le crédit d'impôt avait été notamment accordé au moment des confinements à l'éducation en ligne et aux plateformes de soutien scolaire en ligne là aussi. Exactement. Donc durant la pandémie, l'éducation en ligne était vue comme une solution, une alternative à 100%. Que maintenant, nous, on voit le soutien scolaire en ligne et l'éducation en ligne comme une solution hybride pour le futur. Et on veut également que ça soit reconnu comme tel. Et donc, du coup, rétablir ce crédit d'impôt qui a été supprimé à l'issue des confinements. Je crois qu'une façon d'abaisser notamment le coût, justement, de ces cours chez vous, c'est le fait de pouvoir s'engager aussi sur la durée. 6 mois, on peut aller jusqu'à 3 ans. Et dans ces cas-là, c'est une formule d'abonnement qui, du coup, permet encore une fois d'abaisser le coût. Exactement. Donc, en fait, chez GoStudent aussi, on ne croit pas au soutien scolaire de quelques heures juste avant un examen et tout ira bien. On voit vraiment, en fait, le soutien scolaire comme une habitude à prendre. C'est un style de vie. Donc, comme on apprend à courir et on va courir 1 à 2 fois par semaine juste pour rester en bonne santé, on veut aussi que l'éducation individuelle pour les enfants soit vue comme telle. Et donc, c'est pour ça cette optique d'abonnement. Donc, on regarde sur le long terme et non pas comme une solution à court terme ou bien comme ce qu'on appelle en anglais un painkiller. Donc voilà. C'est pas juste un médicament. L'éducation et le soutien scolaire, c'est vraiment tout au long. C'est de la prévention, en fait. On peut le résumer comme ça. On est un peu des Jean-Claude Van Damme aujourd'hui sur ce plateau, mais on s'en sort très bien avec ce franglais éducatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juste prix encore une fois, ce soutien scolaire, il va se fixer aussi par rapport au système scolaire dans lequel vous vous insérez. 23 pays dans le monde, c'est 23 systèmes scolaires différents. Exactement. Donc en fait, nous, on va localiser justement notre offre grâce à nos professeurs. Donc on va engager des professeurs indépendants dans tous les pays dans lesquels on est. Donc ce qui va permettre vraiment à un Français d'avoir un professeur français qui a été aussi dans le curriculum vraiment francophone et donc qui a été là où l'enfant est actuellement. Donc il a vu les difficultés, il a vu en fait le même contenu, la même manière d'apprentissage, parce que par exemple apprendre les mathématiques au Japon ou en France, c'est différent. Ça reste la même chose, c'est les mathématiques, mais la méthode d'apprentissage est différente et donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de cette localisation. Ça peut être aussi par exemple l'histoire, la géographie, le contenu va être différent en fonction des pays. Mais parce qu'on est digital, on va aussi permettre et donner l'accès à des enfants qui sont peut-être basés en France, d'avoir également un professeur qui est basé en Angleterre, que ce soit pour apprendre l'anglais, ou si on a des familles aussi d'expats, d'avoir accès peut-être à un professeur de leur langue maternelle. Et donc on peut croiser et obtenir justement le prof le plus adapté à la question, évidemment, qu'on se pose ou qu'on a envie de travailler. Quand vous entendez cette discussion sur le prix et la démocratisation du soutien scolaire, Swazig, vous vous dites que finalement c'est ce que vous faites aussi avec ces mini-campus physiques et digitaux, avec le réseau des Digital Academy. Là aussi, alors vous avez évidemment regardé le coût caché de l'éducation pour pouvoir définir ces 3 000 € par an qui permettent, via les collectivités, d'avoir le bon financement pour vos apprenants et vos apprenantes. Mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin ? Oui, en fait, de la même manière, l'État pourrait nous aider un peu, puisqu'on s'aperçoit... Si vous avez des questions, aujourd'hui, on ouvre l'antenne pour ça. Non, mais on s'aperçoit qu'en fait, un étudiant qui a son bac, en fait, il a une double peine. Parce que il a entre, on va dire, 18 et 25 ans. Donc, il n'est pas décrocheur. Il est allé jusqu'au bout. Il a obtenu son bac. Donc, il a travaillé gentiment. Il a parfois même eu une mention. Mais parce qu'il habite loin, alors il ne pourra pas poursuivre ses études. Et en plus, il n'aura aucune aide de l'État. S'il avait été décrocheur, alors il aurait eu toutes les aides possibles et il y a tout un tas d'organismes qui s'occupent de lui. Il sera même payé pour faire ses études. S'il a plus 25 ans, il va avoir un RSA.
Mais s'il a entre 18 et 25 ans, il n'a rien. Et là, c'est vrai que c'est difficile et on voit certains qui redoutent de se lancer dans les études en disant mais ça va me coûter hyper cher et en même temps la bourse au maximum j'aurai 4 000 €, mais ça ne sera même pas suffisant pour manger en fait et donc me loger encore moins et oui, et donc je pense que c'est difficile. On est là en fait pour se substituer avec notre projet à un manquement on va dire et oui c'est sûr que si on était aidé un peu ce serait bien, ou bien si au moins les étudiants étaient aidés un peu, les collectivités auraient moins d'argent à mettre sur le tapis parce qu'elles s'engagent vraiment et puis on sait que la dotation aux collectivités ne cesse de baisser donc en fait c'est un vrai pari qu'ils font et puis c'est un vrai sacrifice et c'est vraiment pour les familles et les étudiants donc c'est super. Et pourtant je crois qu'un certain Édouard Philippe, Premier ministre de son État à ce moment-là avait notamment souligné l'impérative nécessité de votre initiative en disant qu'elle devait être élargie, reproduite et développée. Édouard Philippe, on vous attend sur ce plateau. Si vous voulez vous donner une réponse à Swazig, vraiment ça nous intéresserait aussi. Ce qui est intéressant dans cette proposition, là aussi avec les Digital Academy, c'est que vous avez une vision holistique du parcours de l'étudiant ou de l'étudiante. La clé justement de la réussite en matière de cohérence aussi de ces parcours scolaires, universitaires, c'est de se dire qu'il y a un continuum vraiment à imaginer entre l'université ou l'école, le périscolaire ou le périuniversitaire, la vie étudiante ou la vie scolaire. Il faut vraiment avoir cette approche holistique avant tout, Laura. Alors, je pense que c'est vraiment travailler sur les compétences. Donc je pense que le contenu vraiment de l'éducation va changer, que ce soit quand on est en école primaire, en école secondaire, quand on va à l'université, mais vraiment travailler sur les compétences à développer et en fait à aider l'enfant à grandir. C'est pas aider à l'enfant à être plus intelligent seulement, mais vraiment aider à l'enfant à grandir et on travaille aussi, on parle de plus en plus de tout ce qui est intelligence émotionnelle actuellement et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il va falloir développer. Oui, nous, ce qu'on fait, on y croit beaucoup, c'est un tremplin, c'est une espèce de passerelle. C'est-à-dire qu'on apporte l'autonomie à l'étudiant, on l'aide pour qu'il obtienne son autonomie, et donc on l'aide dans une structure plus petite, plus adaptée pour faire cette espèce de lien, justement, entre le lycée, où ils sont en classe de 35 ou 30, et passer à l'université, où ils vont être 500 dans les amphis, et ils ont parfois besoin de ce moment qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend, pour comprendre, pour prendre le temps, pour qu'aussi on prenne le temps de les écouter. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est quoi vos rêves? Et réouvrir le choix des possibles, réouvrir toute la panoplie des cursus qui ne sont pas forcément présents sur les territoires et auxquels ils ne peuvent pas avoir accès. Donc tout ça, ça participe de l'écoute et puis de cette transition à les faire grandir. Et j'ajouterais aussi que l'éducation ne se termine pas avec l'université. Donc on pense vraiment, nous, à l'éducation donc longue durée, donc jusqu'à ce qu'on ait 99 ans. Tout au long de la vie. Exactement. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre aussi en avant. Absolument. Encore une fois, ce continuum temporel et territorial de l'éducation. Quand je vous entends, Swazig, je me dis aussi qu'il y a peut-être une clé de solution à trouver pour les universités françaises. Le fait de se dire qu'il y a peut-être aussi des cours de méthodologie d'apprendre à apprendre qui devraient primer avant même les savoirs. Non, il commence sincèrement et même la FIED, donc la Fédération interuniversitaire des études à distance, a mis ça en place. On travaille un peu avec eux sur le sujet, mais ils ont plusieurs professeurs et ils ont fait un module de pré-rentrée pour chaque année où ils mettent en place la méthodologie. Donc oui, il y a quand même une prise de conscience sur ce sujet, mais bon, encore une fois, c'est à faire en ligne et si on n'a pas quelqu'un à côté de soi, c'est très difficile. Donc nous, on le fait avec nos étudiants et ça les aide, mais j'imagine que ceux qui le font seuls, c'est un peu plus compliqué. Je voudrais quand même qu'on dise un mot avant de terminer cette émission de l'accompagnement aussi qui est proposé notamment dans les plateformes de soutien scolaire comme GoStudent aux enfants et aux apprenants avec des troubles 10, la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie. C'est quelque chose à laquelle vous faites particulièrement attention parce qu'encore une fois, quand on parle d'éducation sur mesure, avec ou moins de parties tech, et on verra, on mettra le curseur, c'est fondamental de pouvoir aussi s'appuyer sur la neurodiversité et la fonction dont ces apprenants et ces apprenantes vont pouvoir justement apprendre. C'est très important pour nous et on voit vraiment c'est une demande qui augmente parce que je pense qu'il y a vraiment, les parents connaissent de plus en plus aussi ces difficultés et on met un nom derrière.
derrière. Et ça permet aussi, donc, quand on va avoir un conseiller pédagogique qui va être au téléphone avec le parent, d'essayer de comprendre quelles sont justement les difficultés de l'élève pour avoir ce matching vraiment idéal avec le professeur. Et on a des professeurs qui sont vraiment spécialisés dans certaines difficultés d'apprentissage et qui vont vraiment juste se focaliser sur des enfants qui ont par exemple des problèmes de dyslexie. Là aussi, c'est quelque chose d'important. Est-ce que ces questions de neurodiversité, ce sont peut-être aussi des éléments que vous re-regardez avec chaque étudiant et étudiante? La raison pour laquelle ils décrochent, vous le disiez, c'est avant tout des questions de moyens financiers, mais il y a aussi parfois des troubles qui n'ont pas été bien identifiés pendant leur parcours au lycée. Oui, ça arrive. Et d'ailleurs, on reçoit même quelques élèves de première ou de terminale, voire même une élève de troisième, qui justement a fait une phobie scolaire ou qui avait des difficultés d'apprentissage. C'est vrai que maintenant, à l'école, on va très vite, on redouble moins, on laisse moins le temps à l'enfant. Et dans nos structures, en fait, on peut avoir le temps et on peut les accompagner. Donc, c'est un lien avec, en général, le CNED, le médecin, les parents. Mais c'est toute une discussion tous ensemble pour, en effet, prendre conscience de ça et puis du coup, accueillir ces élèves ou ces étudiants qui sont un peu en marge et un peu en difficulté. En fait, on fait de la haute couture, on fait du sur-mesure, un peu comme vous. Mais... Et quand on parle aussi en fait donc de la technologie, comment est-ce que la technologie peut aider l'éducation? On travaille maintenant sur tout ce qui est donc la réalité virtuelle, qui permettrait par exemple à des enfants dyslexiques d'être meilleurs en mathématiques. Parce que le problème, par exemple, qu'on a quand on est dyslexique, c'est qu'ils n'arrivent pas peut-être à lire le problème correctement. Et donc, on va dire qu'ils ont des problèmes également mathématiques. Alors que si on les met dans une classe virtuelle, qui sont peut-être au marché, et que là, ils comprennent, on leur dit, voilà, quel serait si tu prends 2 pommes et 3 poires, quel serait le coût? Ils voient directement dans la scène et ils peuvent comprendre le problème mathématique et le résoudre. Et donc ça, ce sont un petit peu des exemples de comment la réalité virtuelle peut aider. Comment justement ces technologies peuvent booster l'éducation? Et vous le voyez qu'on couvre 23 pays ou 20 villes et universités. On arrive à trouver des solutions pour justement mieux financer, rendre plus accessible cette éducation du futur. Merci infiniment Laura Varnier pour GoStudent d'avoir été en plateau avec nous. Merci Soisy Gros pour cette initiative, le réseau Digital Academy. Merci comme toujours à Guillaume Gralet et ses idées derrière la tech. On se retrouve nous dès demain en plateau pour un nouvel épisode de l'École du futur.